Fabrice, il est où? Il est toujours au fond. Alors, Fabrice Aigron, qui est éleveur, qui vient avec ses petites poches. Doc, un petit truc, voilà. Qui est éleveur laitier et transformateur. C'est une affaire de famille au sens propre et au sens figuré. Famille parce qu'il y a de la famille dedans, le père, l'oncle, les frères, etc. Mais famille aussi, famille d'éleveurs laitiers. Le fait de se regrouper ensemble, il va nous rappeler rapidement effectivement son histoire. Mais ce qui est important de dire, c'est que c'est le seul aujourd'hui, à ma connaissance en tout cas, ou à notre connaissance, qui soit présent sur toute la filière lait. La production du lait, sa transformation du lait et la distribution du lait. On va voir rapidement, Fabrice, cette histoire-là. Donc cette histoire particulière qui fait que moi, je ne buvais plus de lait et je me suis remis à boire du lait, en tout cas. Peut-être un peu trop. Mais ce qu'on va voir aussi avec lui, c'est que tu es présent depuis le début de nos universités. C'est un peu le fil blanc, hein, pas le fil rouge, le fil blanc. En disant, on a vu avant le projet, donc il est venu pour parler de son projet, et puis ça c'est de 2012 déjà, et 2019, on parle des projets. Donc de toute façon, il n'arrête pas. C'est un garçon qui a une énergie absolument colossale et qui est capable de soulever des montagnes. Il va vous en parler. Mais c'est un vrai sujet. Donc on va parler du goût du lait rapidement, et puis après ça, quelques données économiques sur le lait. C'est une chose qu'on doit savoir, parce que de toute façon, il y a deux boîtes de lait différentes. Et puis un peu de la démarche, hein, où tu en es. Moi, j'étais ravi d'apprendre qu'au bout de 2 ans et demi, tu avais une activité importante, que tu étais passé effectivement bénéficiaire, en tout cas au niveau du groupe de producteurs que tu as mis en place. Au bout de 2 ans et demi, je peux vous dire que c'est plus qu'une gageure, c'est vraiment une réussite. Et derrière, non content de ce genre de choses, tu dupliques. Et tu vas nous expliquer où. Bonjour, merci à Dominique. Alors s'il dit que je déplace des montagnes, il en déplace pas mal aussi. Donc ouais, je suis le fil blanc depuis les premières universités, donc en 2012. Si vous vous souvenez, j'étais venu vous présenter un projet à l'époque. En 2016, je vous disais qu'on allait démarrer. On a démarré en septembre 2016. Donc en ayant construit une laiterie, en ayant emprunté et levé de l'argent à hauteur de 8,5 millions d'euros pour quelques agriculteurs qui n'avaient pas de revenus à l'époque. Donc aujourd'hui, au 31 décembre 2018, nous avons réalisé 9 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui correspond à 11 millions d'euros de vente de lait. Et l'entreprise est à l'équilibre. C'est ouais, un petit exploit pour nous. Ce qui nous promet, j'espère, des belles années devant nous, parce qu'on n'est pas une start-up. On n'est pas là pour 6 mois ou 3 ans pour être une licorne. On est là pour être là dans 10 ans, dans 20 ans pour d'autres agriculteurs. Donc ça, c'est la première des choses. Ce qui nous permet aujourd'hui, en étant viable, en espérant être durable, de pouvoir dupliquer le modèle en France et ailleurs. Dupliquer le modèle, c'est proposer à d'autres éleveurs, dans d'autres régions, de construire leur laiterie pour pouvoir transformer, vendre eux-mêmes leur lait. Donc je vous rappelle, notre lait est produit sans OGM, sans huile de palme dans la nourriture des animaux, et dans la filière bleu blanc cœur, qui est une filière aujourd'hui, la seule, qui permet de valider l'impact à la fois nutritionnel et environnemental. On mesure tous les 8 jours notre impact sur l'environnement. Un exemple tout simple et que vous pouvez retenir, quand vous consommez 1 litre de lait en direct des éleveurs, vous économisez directement 1 kilomètre de voiture. La dernière, on a produit 11 millions de litres de lait. On a économisé 11 millions de kilomètres de voiture en carbone, tout simplement. Donc l'agriculture peut avoir un impact direct sur l'environnement. Après, on a d'autres impacts qu'on mesure. Donc l'idée, c'est de pouvoir dupliquer en France et ailleurs, parce qu'on a d'autres pays, Tanzanie, Guinée, Sénégal, Chili, qui nous ont approchés cette année, soit directement, soit par le ministère des Affaires étrangères ou de l'Agriculture, pour aller monter, ou en tout cas aider ces pays-là à développer une activité laitière. Juste un exemple, la Tanzanie, le plus gros cheptel bovin africain,
zéro lait. Ils importent tout leur lait. Culturellement, traditionnellement, c'est que de la viande. Donc il faut aller là-bas pour mettre en place des éleveurs laitiers, transformer le lait pour que le pays puisse pas être autonome, mais en tout cas commencer à produire son lait. Donc on échange via le ministère des Affaires étrangères sur des dossiers comme ça. Donc oui, aujourd'hui on a un travail important, mais on ne s'arrête pas là parce qu'il y a le lait, il y a la viande, il y a les fruits, les légumes. Donc on essaye de réfléchir à tout ce qui est gaspillage, valoriser des produits aujourd'hui qui sont en déchets, en méthanisation. Avant d'aller à la méthanisation, je pense qu'on peut aussi les consommer. Donc on travaille sur tout ça, sur améliorer la qualité nutritionnelle, mais je pense que Dominique, Pierre qui interviendra plus tard, ou d'autres, aujourd'hui, la valeur nutritionnelle, on vous met plus de l'eau ou de l'air que des nutriments. Nous, l'idée, c'est vous amener des nutriments. Donc tout à l'heure, certains d'entre vous ont pu comparer deux laits, un avec une croix, un sans croix. La croix, c'est un lait UHT. Les deux laits sont des laits UHT demi-écrémés aux mêmes valeurs nutritionnelles mesurées. Le lait qui a la croix, c'est un lait de montagne. C'est pas n'importe quel lait non plus, ça a été pris un lait de montagne. Chacun a goûté et peut en penser ce qu'il veut. Je vais juste vous donner la comparaison. C'est pas moi qui. Je vais vous lire un texte qu'on m'a envoyé il n'y a pas longtemps. C'est quelqu'un qui est à l'INRA, parce qu'on est en train de travailler. L'INRA est venu nous chercher pour faire un test sur notre lait, pour comprendre pourquoi on a besoin de moins sucrer notre lait et pourquoi les gens le digèrent plus facilement et que les bébés, par exemple, réclament des biberons à des heures plus espacées qu'avec un autre lait. Donc l'INRA est venu nous voir. Ce monsieur-là a 35 ans d'expérience dans le lait, boit du lait tous les jours. Il a fait un test à l'aveugle. Donc je vous lis ce qu'il m'a envoyé. J'ai fait un test en aveugle au niveau d'un échantillon non représentatif, les membres de ma famille. Je vais être très clair avec vous. En leur demandant de comparer votre lait avec un lait bio, je tairai la marque, le verdict a été sans appel et votre lait a été jugé plus blanc. Une des valeurs du lait, c'est la couleur. Plus blanc, lui, il met en cause, par exemple, ce qu'on appelle la réaction de Maillard. C'est les températures à laquelle on traite le lait. Le lait ayant des sucres, plus vous allez monter haut, plus les sucres deviennent caramel. Et donc moins votre lait est blanc. Il juge notre lait plus sucré. Même raison, plus vous montez en température, plus vous allez cuire les lactoses, et moins vous allez avoir goût de sucre. Quand on dit plus sucré, c'est moins acide. C'est ce que vous pouvez avoir en longueur de bouche, l'acidité qui revient. Et plus lactique et végétal. Sa femme a même comparé notre lait à un lait cru du comté, d'où elle est originaire. Quand vous goûtez un lait, vous avez les premiers goûts. Légèrement, c'est là, et en arrière, la matière grasse qui revient sur la longueur et l'acidité qui arrive. Je ne sais pas, vous avez comparé, vous pouvez me dire ce que vous avez trouvé. Nous, on a 3 laits différents de 3 régions. Les 3 laits ont un goût différent. Bretagne, Pays de Loire et Nouvelle-Aquitaine. Pourquoi le lait, c'est comme un vin, comme un miel. Quand les abeilles vont butiner des acacias, vous avez un miel d'acacia. Quand c'est des châtaigniers, vous avez un miel de châtaignier. Un vin, vous pouvez prendre 2 vins dans 2 parcelles côte à côte avec un vigneron différent. Vous avez 2 goûts différents. Le lait, c'est pareil. L'alimentation des animaux, la façon dont on les nourrit tous les jours, et la façon dont on transforme le lait va donner des goûts différents. L'objectif que nous, on s'est fixé, c'est de rapprocher notre goût à celui d'un lait naturel, un lait cru. Sauf qu'en France, plus personne, quasiment, ne boit de lait cru. Donc on a aujourd'hui des retours négatifs qui nous disent « votre lait, il a le goût de lait de vache, votre lait, il est trop fort ». Mais nous, on se dit « chouette, on a réussi à avoir un lait qui a du goût ». Donc voilà où on en est. On veut persister là-dedans. J'espère être là encore à la 15e, 20e. Hein. Comme je rappelle, on n'est pas une start-up, donc on va être là sur le long terme. J'espère que ce ne sera pas moi qui sera là, mais d'autres éleveurs, parce que l'idée, c'est que aussi on transforme ça, que des jeunes viennent s'installer, que des jeunes aient envie de devenir agriculteurs, que ce soit en lait, en viande, ou autre chose, parce qu'on va vite avoir une problématique autre qui va être nos paysages. On va parler de la ville. On est encore dans un exode rural aujourd'hui, pour faire un petit lien avec le reste. Hein. On a encore plus de monde qui part de la campagne pour aller en ville. J'habite Nantes. Le périphérique nantais, le premier, à 15 ans. Et là, on est en train de faire le deuxième. On habite à 17 km du centre-ville de Nantes. Dans 5 ans,
mon exploitation, notre laiterie, sera entre les deux périphériques. J'ai peur que dans 20 ans, on soit amené à disparaître, parce que ce sera des maisons, des entreprises, des choses comme ça. Donc le territoire agricole est aujourd'hui pour moi menacé. Donc il va aussi falloir qu'on se batte là-dessus. Je pense que Dominique et tous les intervenants parleront que la ville n'est le résultat que de l'agriculture. Mais qu'il faut demain aussi faire attention à nos campagnes. Et voilà. Merci à vous. Juste une précision, enfin, si tu peux donner quelques éléments de valeur, parce que quand on parle de comment dirais-je, de retourner au réussite économique, en disant en 2 ans et demi, j'arrive à faire, que tu expliques ce qui se passait avant, mais très rapidement, ce qui se passe maintenant, c'est pourquoi toi tu y arrives et pourquoi on ne pouvait pas y arriver avant, pourquoi tout d'un coup le producteur laitier commence à gagner sa vie dignement, et qu'est-ce qui se passe? Donc aujourd'hui, 2018, un éleveur laitier chez nous a été payé 34 centimes de lait. En moyenne, en France, c'est 33,7 centimes. Vous allez me dire, il n'y a pas d'écart. Le 33,7 centimes, c'est toute prime confondue. Et c'est le mélange, c'est le résultat de tous les laits. AOP, AOC, agriculture bio, conventionnelle, fruitière. Vous avez tout ça. Donc il faut comparer notre lait à un lait conventionnel, parce qu'on n'est pas en agriculture biologique, on est dans une agriculture de mesure de l'impact. On n'est pas raisonné, on n'est pas tout ça, on est un petit peu tout seul, on mesure notre impact. Donc on a payé entre 2 et 3 centimes de plus le lait aux éleveurs. On n'est pas, c'est le seul objectif pour l'instant qu'on n'a pas atteint. On a un objectif à 3 ans, c'est 38 à 40 centimes. Cette année, c'est 35 à 36 centimes. Les éleveurs possèdent la marque, l'entreprise, qui est aujourd'hui viable. Donc leur investissement est déjà aujourd'hui là dans la pierre. Maintenant, on a l'obligation de résultat sur les exploitations. Donc ça, c'est l'objectif 2019, 35 à 36 centimes. C'est très important. Si vous vous souvenez, il y a 2 ans et demi, ou 3 ans, avant qu'on démarre, il nous fallait lever 2 millions d'euros pour démarrer. Chose qu'on a fait, alors qu'à l'époque, on ne gagnait pas 350 euros. Aujourd'hui, chez nous, un éleveur gagne entre 1300 et 1500 euros. L'objectif, par mois, ouais. L'objectif des 35-36 centimes, c'est d'atteindre les 1800 pour arriver à 2000-2500 euros. Qui serait une rémunération juste, quand même, compte c'est ce tenu qu'on du boulot, appelle le consommer juste, le juste prix. Je fais le relais avec Pierre. C'est surtout le fruit d'un travail. L'engagement, c'est que l'éleveur produise autrement. C'est-à-dire ce prix-là, il n'est pas juste le prix du travail, c'est le lait. Tous les 8 jours, les éleveurs ont une analyse de lait qui mesure leur impact. Et quand ils ne sont pas bons, ils doivent modifier leur travail, leur alimentation. Donc ils sont sans cesse en lien direct avec le conso. Sur la poche de lait, vous avez un QR code. Alors aujourd'hui, on est en maintenance, je viens de l'apprendre, donc ça ne fonctionne pas. Mais vous avez un QR code, quand vous le scannez, on vous demande un numéro de lot, vous pouvez connaître les producteurs qui sont dans la poche, quel jour ça a été produit dans les fermes, quel jour ça a été transformé. On n'est pas, nous, dans la traçabilité du produit, on est dans la transparence complète. À n'importe quel moment, vous pouvez savoir qui l'a fait. L'outil, l'usine qu'on fait visiter, a un couloir de visite avec des vitres partout. Vous pouvez savoir à n'importe quel moment ce qui se passe. On est vraiment sur cette transparence-là. Ce qui, dans le monde agricole, on en parlait hier soir, là où il y a beaucoup d'opacité, on ne dit pas ce qui se passe, on ne dit pas ce qu'on fait, c'est surtout une omerta ou ce que vous voulez. Nous, on essaye justement d'aller dans la transparence. Puis comme je viens d'offrir à Dominique ce matin un nouveau produit qu'on sert aux restaurateurs et aux professionnels, on a créé une crème UHT avec un objectif d'ici la fin de l'année, arriver en 2000 litres pour les consommateurs. Donc on sera en crème UHT, lait UHT, et on vient de tester ces jours-ci le beurre. Ça fait déjà 3 ans que j'attends le beurre. Mais bon. Ouais, t'es trop gourmand, c'est pour ça. Ouais. Voilà, merci Fabrice pour ce point d'étape annuel. Merci pour tout ça. Voilà. Aux fermes de Galie. Non, ouais, mais non. Ouais, donc sur Paris, c'est essentiellement pour l'instant aux fermes de Galie. Voilà. On est en développement. Bretagne, Pays de Loire et Nouvelle-Aquitaine, on est partenaire des magasins U et Leclerc. On arrive chez les intermarchés et on essaye de trouver d'autres distributeurs, notamment sur Paris, parce qu'il y a une très très forte demande. Donne-nous la part de marché du lait que tu as mis en place il y a 3 ans, dans les Super U, dans les trucs, parce que c'est quand même Pays de Loire, Super U,
Et Leclerc, c'est 250 magasins. À minimum, on fait 14% de part de marché. C'est-à-dire qu'on a la marque numéro 1 après les MDD. Les MDD étant la marque Leclerc où on est devant les Lactel, Candia, Danone, Sodial, tout ce que vous voulez. Et on va jusqu'à 42%, presque 1 litre sur 2 dans certains grands magasins de la région nantaise. Comme quoi tout est possible. Hein. Évidemment, bravo pour tout ça. Voilà. Alors, avant d'accueillir Pascal Ebel, je voulais faire une petite transition avec quelques chiffres de données économiques que j'ai repris dans la presse ou dans certaines études qui concernent la consommation alimentaire. Donc, alors, il y a une chose qui est un peu dramatique de façon générale en France, mais je parle sous contrôle, effectivement, cette fois-ci du CREDOC, en disant que la part de l'alimentation dans le budget des ménages a été divisée par 3 en 50 ans. Alors, par 3, c'est beaucoup, en 50 ans, c'est assez long. Sauf qu'on est passé de, grosso modo, de 28% des dépenses annuelles à 17%. Et c'est énorme. Alors après ça, pourquoi, comment? Il y a plein de dépenses qui ont augmenté, entre autres, effectivement, l'habitation. Et ce que Dominique Volton, à l'époque, pour ceux qui s'en souviennent, qualifiait de loisirs obligatoires, c'est-à-dire les téléphones et puis tout ce qui est arrivé avec Internet, etc. Enfin, en tout cas, la part en valeur a été divisée par 3 et on consacre 17% de notre budget à l'alimentation et pas forcément une alimentation de qualité. Sur la région Île-de-France qui nous occupe plus aujourd'hui, on dénombre 5000 exploitations agricoles, 16% en circuit court, c'est pas beaucoup effectivement, 7% en culture bio, en AB, en label AB. En revanche, on a 12 800 commerces de bouche et puis on a 25 000 restaurants, ça a l'air de rien. Et on a surtout, fleuron effectivement français, le Mine de Rungis. Le Mine, c'est un marché d'intérêt national, Mine de Rungis, qui est le premier marché au monde en valeur. Marché de gros, j'entends. Et on rappelle qu'on est 12 millions de consommateurs, mais cette fois-ci, région Île-de-France, grande région parisienne. Paris sert 8 millions de repas par jour. Il y a juste un petit sujet de logistique, quand on y pense, en fait, quand on regarde ça. Et puis, un dernier chiffre qui n'a, je dirais, un intérêt que d'illustration, qui est de dire qu'il y a pour 74 000 Parisiens, il y a un agriculteur en Île-de-France. Juste un rapport, comme ça. Je ne sais pas ce qu'on peut faire de ce chiffre-là, mais il faut l'avoir en tête quelque part.